Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons ce soir un personnage au cœur de la crise du Covid, au moment même où les inquiétudes renaissent. Le professeur Didier Raoult, applaudi ou détesté, quoi qu'il en soit, omniprésent dans cette crise, ces derniers jours encore avec les auditions au Sénat. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Votre regard d'abord sur cette époque inouïe que nous vivons. En quelques mois, nos vies ont changé, l'époque a changé. Qu'est-ce qui va rester de ça, d'après vous? Qu'est-ce qui est profond? Je pense qu'on est en une société d'une fragilité extrême. Si vous voulez, d'ailleurs, le livre que j'avais écrit au tout début du Covid retraçait, moi, toutes les crises que j'ai vécues. Je décrivais celles que j'ai vécues depuis 20 ans, qui avaient commencé avec le charbon. Souvenez-vous, c'est une histoire de fou. Il ne s'est rien passé du tout ailleurs qu'aux États-Unis, où il y a un militaire américain fou qui a envoyé une dizaine d'enveloppes avec du charbon qui avait été créé dans un laboratoire militaire américain. Ça a rendu la planète folle, ça a changé la manière de travailler de millions de gens en termes de sécurité pour quelque chose qui était juste une bêtise de gestion de l'armée américaine. Là, on a vu des scènes dans nos vies. Le confinement, les masques, tout a changé, nos habitudes ont changé. On a peut-être cette impression des gens de 1940, de certaines époques où vraiment tout autour de nous s'est modifié. Mais encore une fois, je veux revenir sur il y a deux choses. Je veux élargir les choses sur une réflexion dans le temps et dans l'espace, vous permettez. Dans le temps, souvenez-vous, la crise de la vache folle, on ne pouvait plus manger de viande. Il y avait le même type là, qui prédisait 100 millions de morts, qui en prédisait 100 millions avec la vache folle, Ferguson à Oxford. Les gens étaient terrifiés. Moi, j'ai des bons amis que je pensais lucides jusqu'à ce moment-là, qui avaient dit « mais je deviens végétarien parce qu'avec la viande, on va tous devenir fous ». Donc, il y avait une émotion, vous vous souvenez peut-être pas, parce que vous ne l'avez pas vécu aussi directement. Moi, je l'avais vécu directement. Celle du charbon, c'était la même folie. On trouvait un peu de faille. On a mis en prison des gens qui faisaient des farces. Parce que de faire une farce avec la peur, c'était quelque chose d'insupportable. On y reviendra. La peur chez vous, pour vous, l'excès de peur, c'est vraiment quelque chose que vous pointez comme le danger majeur. C'est le danger majeur et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre la peur et la réalité qui est effarante parce que nous sommes une société terrifiée. Moi, je disais, la société est au bord de la crise de nerfs avant cette histoire-là. Une chose que je répétais, maintenant, elle n'est plus au bord de la crise de nerfs, elle est en pleine dans la crise de nerfs. Professeur, on va entendre ceux qui ne vous aiment pas, ils sont nombreux, ceux qui vous aiment aussi, ils sont nombreux aussi. Ce qui me frappe, il y a deux domaines en tout cas où on vous accorde prééminence, c'est la microbiologie, un des meilleurs du monde, et puis cette passion de l'histoire des sciences. S'il fallait comparer, à quoi est-ce que vous comparez le moment d'histoire des sciences qu'on est en train de vivre avec le passé? Qu'est-ce que vous diriez? On est, si vous voulez, il y a une partie qui est très merveilleuse, qui est enthousiasmante dans la science actuelle, qui est la partie technologie-analyse. Si vous voulez, nos capacités d'analyse et de technologie qui sont extraordinaires. Nous, on a beaucoup investi là-dessus. Et cette capacité-là de découvrir, comme Galilée en son temps, avec les instruments d'observation astronomique, et comme au XIXe siècle, le fait que le microscope se soit répandu et qu'on ait vu un monde qui était en grande partie inconnu, on vit dans des moments équivalents maintenant avec l'analyse de toutes les séquences, et donc on découvre une partie du monde qui nous était inconnue, qui correspond à des étapes. Et vous, c'est Galilée dans l'autre sens. Je ne veux pas soigner votre mégalomanie, on est petit mégalomane, mais vous, c'est pas l'infiniment grand, c'est l'infiniment petit. Vous êtes de ceux, ils ne sont pas si nombreux dans le monde, qui ont vraiment cette connaissance intime de ces minuscules virus, minuscules bactéries. Qu'est-ce que ça change quand on les a comme ça, sous l'œil, même si je sais que c'est une technique, mais qu'est-ce que ça change ? Déjà, si vous voulez, ça change, et ça devrait changer, ça vient, c'est quelque chose dont les gens entendent parler, le microbiote, y compris, si vous voulez, quand même, une des révolutions thérapeutiques les plus importantes du XXIe siècle en maladie infectieuse, c'était la greffe fécale. C'est pas l'industrie pharmaceutique, c'est quand même, la greffe fécale, c'est un truc qui est rustique. On était les premiers à faire ça, officiellement, en France aussi. Donc, ce que ça change, je pense que conceptuellement, ce que ça doit changer, c'est notre vision écologique, si vous voulez. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes des écosystèmes. Nous sommes des écosystèmes dans lesquels les cellules humaines ne sont pas majoritaires. Et dans cet écosystème est en permanence remanié. Cet écosystème, maintenant, on le sait, est très changé
quand on vit en ville ou quand on vit à la campagne ou quand on vit en brousse. C'est donc l'alimentation et nos contacts changent cet écosystème. L'influence de cet écosystème sur un certain nombre de pathologies est encore inconnue. C'est un champ qui est entièrement ouvert. Et qui est... C'est une bataille permanente. Moi, je vous ai lu, il y a une phrase de vous qui me frappe, vous dites « le corps est un champ de bataille ». On a l'illusion qu'on a la santé ou pas la santé. Vous décrivez un corps très différent, où en permanence, il y a une sorte de bataille dans laquelle on est engagé. Oui, pas que le corps, tout le monde, si vous voulez. Le monde est bataille. Le monde est bataille. Nous avons, je ne sais pas combien, entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14 bactéries archées sur nos muqueuses. Et les virus, là-dessus, se disputent avec ces bactéries parce qu'ils les bouffent. Ouais. Et donc, ils en tuent des milliards et des milliards par jour. Quand vous avez une diarrhée, c'est un génocide des bactéries de votre tube digestif qui se passe. C'est pas le premier mot qui vient à l'esprit, mais si vous voulez. C'est monstrueux. Ouais. Non, mais c'est étymologiquement, c'est vrai. Donc, et dans la mer, ce qui se passe en termes de destruction bactérienne est hallucinant. Et les bactéries ne se laissent pas faire. Elles ont ce système dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une des grandes découvertes récentes, qui sont les CRISPR, qui sont... Les bactéries ont inventé un système pour neutraliser, en intégrant, en cannibalisant une partie du virus, elles arrivent à les reconnaître et ensuite à les tuer parce qu'elles les ont déjà reconnus. Ce sont des ennemis sophistiqués. À votre place, il y avait l'astrophysicien hier qui disait, moi un peu candide, je disais les bactéries c'est rudimentaire. Il disait non, les bactéries, ça peut être... Il y a des stratégies très complexes. Les bactéries existent d'après ce qu'on croit. Hein, ont, je ne sais pas, entre 3,5 milliards d'années. Donc, et elles se battent depuis tout ce temps. Donc en réalité, tout ce que vous croyez qu'on a inventé comme antibiotiques, c'est bactéries et champignons qui l'ont inventé pour se battre entre eux. Et pas que pour se battre entre eux, ça fait aussi tout plein d'autres choses. Donc c'est pas la pénicilline, c'est pas Fleming qui a inventé, mais il a observé la nature. Et qu'on connaissait déjà, parce que tous les yaourts fermentés, toute la charcuterie fermentée, c'est ce qui permettait de conserver sans que ça pourrisse, en tuant les bactéries qui risquaient de pourrir ça par d'autres bactéries qui ne nous faisaient pas de mal et qui les empêchaient, grâce à leurs antibiotiques, de se multiplier. Alors là, pardon, mais j'ai l'impression qu'on est au cœur de l'esprit Raoul, je ne prétends pas vous connaître si bien, mais le monde est bataille, les idées sont bataille, c'est très frappant depuis le début de cette crise. Vous aimez ça, quoi. C'est plus ce que vous aimez, c'est votre conception du monde, tout est sans cesse polémique, controverse, y compris la recherche de la vérité. Ah bien sûr, oui, mais j'arrive pas à trouver d'exemple inverse. Ouais. Vous aimez la bagarre? Non, mais vous savez, il y a une phrase que j'adore de Hölderlin qui dit qui souffle l'extrême convient. Ouais. Et donc la vie vous teste et elle voit jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et donc, bien entendu, si vous êtes capable d'aller jusqu'à un certain point, la vie vous teste pour savoir si vous êtes capable d'aller plus loin. Si vous n'y êtes pas, c'est ce que les gens de ma génération appelaient le principe de Péter. C'est-à-dire, quand vous arrivez à un point où vous ne savez plus le faire, c'est que vous n'êtes plus bon. Voilà. Ça me frappe dans les questions, même souvent, il y a des gens, quand on leur pose une question, ils disent oui, mais etc. Vous, c'est d'abord non. Votre premier réflexe, c'est penser contre. Il y a infiniment plus, ça c'est vraiment une leçon de Nietzsche, il y a vraiment infiniment plus à trouver en dehors du consensus que dans le consensus. D'ailleurs, j'ai l'habitude, quand on me dirige trop, de dire, vous savez, pour être d'accord avec le troupeau, on n'a pas besoin de cerveau, il suffit du moelle épinière. On les suit, et puis voilà. Je ne suis pas le seul à dire ça, beaucoup de gens disent ça. Professeur Raoult, on reviendra sur tous ces éléments, votre portrait. Dans tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup d'éléments. Quand vous parlez de la brousse, c'est l'Afrique, votre regard un peu excentré via l'Afrique, via Marseille, votre regard historique, ce qu'on vit par rapport à d'autres événements du passé, les pestes, celle de Marseille, celle d'Athènes bien avant. Quelques mots d'abord, si on s'arrête à l'état de l'épidémie actuelle. Vous qui avez vraiment les virus et les bactéries face à vous, comme je le disais, dans l'œil, cet ennemi-là, qu'est-ce qu'il a de particulier, le Covid-19? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Dans la maladie Covid, ce qu'il a de particulier, c'est que il donne quelque chose qui n'est pas spécifique, mais qui était observé, à ma connaissance, seulement dans une maladie virale respiratoire, c'est l'atteinte de l'odorat et du goût, qui sont vraiment très spécifiques. On fait vraiment du diagnostic avec ça. Donc, nous, on appelle l'anosmie. Alors, on savait ça avec un virus qui s'appelle parainfluenza D3, qui donnait ce qu'on appelle les anosmies saisonnières, parce que c'est une maladie du printemps. C'est une virose respiratoire, mais au lieu d'être l'hiver, elle est le printemps.
plutôt le printemps et l'automne. Ce que ça a de particulier, ce que nous n'avions pas vu et qu'on a découvert au fil de l'eau, c'est les troubles de la coagulation. Ouais. Le fait qu'il y ait des thromboses, que ces thromboses donnent des embolies pulmonaires et qu'une partie importante, voire essentielle, des formes respiratoires graves sont dues non pas à une pneumopathie, comme on avait l'habitude de voir, mais à des embolies pulmonaires. Et quand on a compris ça, on a commencé à anticoaguler les gens. C'est un virus plus vicieux, si j'ose dire, que d'autres. Il attaque par plusieurs voies. Je ne sais pas, je ne donne pas de qualificatif au virus. C'est ce qui fait lui, c'est sa manière de vivre, sa manière de faire. Et donc, il y a quelque chose qui est très spécial, ou peut-être qu'on en sait plus sur ce virus aussi que sur les autres, on n'a jamais étudié autant un virus quand même. On a étudié ça, à part peut-être le virus du sida. Branle-bas mondial. Oui, et puis avec une vitesse qui est considérable. Ce virus entraîne une réaction immunitaire, c'est-à-dire de nous contre lui, qui est d'une violence, dans les formes graves, pas dans les formes banales, mais dans les formes graves, qui est une violence extrême. Et c'est dans la deuxième ou la troisième partie de la maladie, c'est ça le plus grand danger. Donc c'est la raison pour laquelle, d'une part, moi je continue à penser que l'hydroxychloroquine joue un rôle important parce que c'est utilisé dans chez les gens qui ont des auto-anticorps. C'est une maladie qui a des auto-anticorps. Hein. Si on en donne dans le lupus, c'est pour ça. Hein. Et si on en donne dans le syndrome des antiphospholipides, c'est aussi pour ça. Et qui sont des anticorps qui donnent des troubles de la coagulation et qui sont associés à ces troubles de la coagulation. Mais ils ne sont pas tout seuls. Mais professeur, pardon, si on regarde les chiffres actuels pour avoir vraiment la vue d'ensemble, dans le monde, comme ça vraiment la vision la plus large, on en est à plus de 900 000 morts dans le monde, presque 31 000 en France. Voilà, vous avez l'échelle historique. Est-ce que c'est une épidémie hors norme ou bien est-ce que c'est une épidémie parmi d'autres ? Écoutez, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire les comptes se font à la fin. C'est à la fin qu'on compte. Globalement, si vous voulez, si vous comparez, et c'est des données que je mets tous les jours online, si vous comparez par exemple aux grippes historiques, c'est-à-dire à la grippe espagnole, c'est un peu difficile de savoir vraiment combien il y a de gens qui sont morts, entre 40 et 50 millions de morts. D'une population, cette fois-là, très jeune. Parce que ça s'est répandu d'abord dans les camps militaires. Là, c'est très âgé. Ça reste une constante encore aujourd'hui. Donc, si vous voulez, si vous regardez la courbe de la démographie américaine, c'est très intéressant sur Wikipédia, hein. Vous regardez ça, il n'y a qu'un trou. C'est pas du tout la guerre de 14 et la guerre de 39 comme chez nous, comme en Allemagne ou comme en Russie. C'est la grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole est le seul événement du XXe siècle qui a changé la démographie aux États-Unis. Donc c'est colossal comme événement. Cet événement-là ne va pas faire un trou dans la démographie d'aucun pays du monde. Est-ce que c'est vrai, que la surmortalité, là on sent que les scientifiques flottent, il y a les deux avis. À votre avis, est-ce qu'on ne peut pas encore dire, ou est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a une vraie surmortalité en 2020 par rapport à une année normale, entre guillemets ? Moi, là encore, vous savez, je crois... les gens dont c'est le métier, pas trop, les gens qui ont une opinion surtout. Ouais. Donc les gens dont c'est le métier dans ce pays s'appelle l'INED. C'est l'Institut national de la démographie. Donc ils ont publié un papier que j'ai rapporté. Et donc ils estiment que pour l'instant, alors bien entendu on n'est que mi-septembre, ils estiment que pour l'instant la variation de l'espérance de vie par rapport aux autres années, elle est de 0,2 années, si vous voulez, en moins. Et que donc c'est inférieur à ce qui s'est passé par exemple en 2015 où il y avait 0,5 années en moins. Donc en réalité on est un peu dans un plateau depuis une dizaine d'années avec parfois un peu mieux, parfois un peu plus, comme la plupart des pays développés. Est-ce que vous entendez, en entendant ce que vous dites, il y a d'autres médecins qui le disent, beaucoup se diront, ce qu'on fait là, c'est trop. Il y a une sorte de surenchère, une sorte d'exagération. Il faut agir, mais on en fait trop. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, c'est-à-dire que moi je pense que, si vous voulez, je considère que c'est une maladie infectieuse comme une autre, qu'il ne faut pas perdre nos bons réflexes. Et je vois que petit à petit, parce qu'il y a une polémique qui ne me gêne pas, honnêtement, je m'en fiche, c'est pas là-dessus que je tire ou tire pas à l'estime de moi-même. Donc, mais je vois que petit à petit, sur à peu près tous les points, sauf un qui reste, tout le monde finit par faire ce que je disais quand même. Hein. Donc, si vous voulez, quand je disais cette quatorzaine n'a pas de sens, on ne sait pas d'où c'est sorti, peut-être c'est une homologie avec quarantaine historique, mais la période d'incubation, elle dépasse exceptionnellement 7 jours, donc 7 jours ça va très bien. Je vois 4 mois après, le gouvernement est d'accord avec moi. Quand je dis qu'il fallait tester tout le monde, non, on ne peut pas le faire. Il y a des points, pardon, vous avez été démenti, on verra tout à l'heure sur la prévision, mais tout le monde s'est trompé en matière de prévision. Non, mais je
suis en désaccord avec ça. Ouais. J'ai toujours dit, c'est ma nature, et donc je ne peux pas changer ma nature, comme j'ai a priori, je me méfie a priori des consensus, j'ai toujours dit, dans ma vie, je ne prédis jamais rien. Ouais. Maintenant, si vous me Vous demandez... avez pris des risques parfois en prévision. On entendra tout à l'heure, vous pouvez parler tout de suite, mais ça me frappe. Vous avez pris des risques. Là, est-ce que vous êtes fait avoir un peu comme tout le monde? C'est tentant, on est sur un plateau, parfois c'est la faute du journaliste qui essaye de jouer à la prédiction et puis on lâche une prédiction de trop. Ça arrive à tout le monde? Je ne sais pas, parce que vous êtes... certains d'entre vous sont malicieux. Ouais. C'est de la malice. Vous êtes malicieux aussi. Oui, mais si vous voulez, je me prends pas pour un animal de télévision. Ouais, donc ouais. globalement, c'est pour ça que je préfère. Non, alors, vous savez, je refuse à peu près 95% des propositions qu'on me fait parce que j'ai autre chose à faire. Ouais. Non, je sais pas ce que je voulais, mais il y a une fascination Raoult. Vous n'êtes pas maquillé. La maquilleuse tout à l'heure était très déçue. Elle disait j'aurais voulu voir Didier Raoult. Tout le monde veut voir la bête. Oui, mais j'y peux rien quand même. Qu'est-ce que j'y fasse? Vous croyez pas quand même que faut être fou pour imaginer que je suis comme je suis pour séduire les uns ou les autres. J'en ai rien à foutre. Enfin, c'est pas mon métier. Enfin. Didier Raoult, pour arriver vraiment au cœur de la question. Non, mais globalement, encore une fois, oui. je l'ai dit, je l'ai écrit, je le redis, si vous voulez, et je me suis suffisamment moqué des gens qui prédisaient pour ne pas faire de prévision. Après, si on me demande, je dis par analogie avec, et bien entendu, quand il s'agit d'une nouvelle, c'est juste délirant de vouloir prédire. Donc, par analogie, si on regarde, par exemple, il existe déjà, avant ça, 6 maladies à coronavirus. Par analogie, si on regarde ce qui se passe, voilà les scénarios que l'on a vus jusqu'à ce jour. Ouais. Donc, je ne peux pas dire ça, et si on me le redemande, je le redirai pareil. Professeur, pas de prévision, mais vraiment la photographie actuelle de l'épidémie. Quand on regarde les chiffres, par exemple, à l'échelon de la France, par exemple à l'échelon de la région sud, 139 patients en réanimation, 31 lits occupés sur 35. La question que beaucoup de gens se posent, elle est toute simple, c'est est-ce qu'on est en train de revivre le scénario de février ou de mars, avec tout ce que ça suppose, risque de reconfinement, etc., ou est-ce que c'est différent, d'après vous, en l'état? En l'état, moi je vous conseille là aussi de regarder les graphiques qu'on publie tous les jours. On publie toutes nos données tous les jours, et encore une fois, je vous le dis, et ceux qui imaginent qu'on peut mentir dans ce pays, il y a un programme parisien d'ailleurs, sur lequel nous rentrons tous les jours toutes les données. Alors vous dites une gentillesse sur les Parisiens, c'est à noter, notez la date. C'est un miracle. Le premier médecin de ma famille travaillait dans les maladies infectieuses à Paris, à l'hôpital des contagieux de la Porte d'Aubervilliers. Donc vous savez, personne n'est parfait. En l'état, voilà. Est-ce que le scénario est en train de se refaire? Pour l'instant, et à cet instant-là, je n'ai pas cette impression-là. C'est-à-dire que on a analysé les 100 premiers cas que nous avons eus à partir de juillet pour les comparer à 100 cas comparables de ce que nous avions avant. On est parmi les seuls à pouvoir le faire, puisque nous, on a toujours fait la même chose depuis le début. C'est-à-dire on a toujours testé tout le monde, les symptomatiques, les asymptomatiques. Donc les recrutements qu'on a maintenant et les recrutements qu'on avait à l'époque sont de même nature. Le pourcentage de positifs sont de même nature, les tranches d'âge sont de même nature. Il y a eu un peu plus, pendant la période de juillet, début août, un peu plus de la tranche d'âge des 20-30 ans qui se sont fait tester, mais ça a été la seule différence. Si on analyse ça, la gravité, c'est un papier qu'on a envoyé là aussi, la gravité des 100 premiers cas que nous avons eus là en juillet-août est inférieure de manière significative à celle que nous avions dans la période mars-avril. Toujours alors dans l'état présent, en termes d'immunité, est-ce que vous voyez des signes que les choses ont évolué? Non, l'évaluation de l'immunité c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Nous, ce qu'on voit, ce qu'on a vu, ce qu'on avait imaginé, qui est vrai en partie, c'est qu'il y a des réactions croisées, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui reconnaissent d'autres coronavirus qui circulaient avant, chez des gens avant que cette maladie n'apparaisse. Donc, est-ce que ça, c'est protecteur ou pas protecteur? C'est extrêmement difficile à savoir. Est-ce que cette maladie va être aussi immunisante que la plupart des maladies infectieuses? Je n'ai pas de raison de croire le contraire, mais je n'en sais rien, on verra bien. Il y a beaucoup de je ne sais pas, on le constate. On ne sait même pas encore si j'ai déjà eu le coronavirus. Ce n'est pas sûr que je sois immunisé à ce stade. Oui, mais c'est la preuve d'un début de sagesse. C'est-à-dire que je ne sais pas, c'est la réponse la plus habituelle que l'on doit donner, en particulier face à une maladie nouvelle. Les mutations du virus, vous l'avez dit hier au Sénat, est-ce que là, il se passe quelque chose où effectivement ce virus est en train de changer? Est-ce que là, en l'état, on peut le dire?
Oui, si vous voulez, on a, moi, la première hypothèse que j'avais en juillet, si vous voulez, quand on a vu repartir les choses, c'est de dire, tiens, ça doit être un mutant, on va regarder ce qui se passe et donc faire rapidement beaucoup de séquences. On a des moyens techniques qui sont considérables, hein, et donc à faire beaucoup de séquences. Et donc, très rapidement, les 20 premières séquences qu'on faisait étaient celles d'un mutant qui avait plus alors ce qu'on appelle des mutants, c'est des virus qui ont des bases différentes du virus source, du premier virus. Hein. Et donc il y avait plus de différences que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les virus que nous séquencions dans les mois de mars-avril. Et donc on pensait qu'il y avait ce mutant qu'on a appelé Marseille, qui était le mutant qui allait remplacer les mutants que nous avions avec. Et puis en réalité, ce mutant-là a fait une courbe en cloche, lui aussi, et il a disparu en août. D'accord ? Donc celui qu'on a appelé Marseille, il y a une centaine de cas qu'on a identifiés dus à ce mutant-là, et il a disparu. Et puis il y a d'autres mutants qui sont apparus. Alors je vous dirai pourquoi on trouve que c'est des mutants significatifs. Il y a d'autres mutants qui sont apparus. Actuellement, on en est à 7 mutants différents, et celui qui est le plus courant actuellement, c'est le numéro 4. Est-ce qu'il est plus doux que numéro 1 ? On ne peut pas dire ça. On a fait une étude sur les 100 premiers cas de gens malades sans nécessairement les corréler avec la gravité. On est en train de faire ce travail sur les 100 premiers qu'on a du mutant Marseille pour les comparer à la banque de données qu'on a de ceux que l'on avait avant. Alors oui, la question de savoir si c'est différent comme mutant, c'est que, si vous voulez, on peut mesurer la distance qu'il y a entre un virus actuel et son virus source. Et cette distance était 10 fois moins importante dans les virus. Bien sûr, il y a déjà une variabilité que nous avions de mars à avril par rapport à ces 7 groupes de virus que nous avons maintenant, qui sont beaucoup plus distants du virus source que ne l'étaient les virus qui circulaient en mars-avril. C'est clair, ça ? Un fait objectif, c'est qu'il y a des différences régionales, visiblement. Marseille, Bordeaux, par exemple. Comment est-ce que vous les expliquez ? J'en sais rien. Non, ben si, quand même, on voit bien qu'il y a des différences très frappantes. La concentration de population, ça reste l'élément principal. C'est un élément. Il semble que le premier virus Marseille, ça, on a pu tracer comment ça s'est passé. Il a été importé du Maghreb par bateau, d'accord ? Et ensuite, il s'est répandu secondairement. Ça, on sait comment ça s'est passé sur les bateaux. Il y a même une vraie question qui est, sur ce bateau, il y a eu un accident de calanisation avec les eaux usées qui sont répandues dans tout le bateau. Les marins ont ramassé ça comme ils pouvaient. On a eu des marins malades. On a eu des gens qui se passaient sur ces bateaux qui étaient malades. Donc cette source-là, c'est-à-dire le génotype Marseille, il n'a probablement pas de Marseille, il a probablement été importé et s'est répandu là. Je ne sais pas si ça a joué, mais Marseille est un port et a toujours eu une quantité d'épidémies qui sont arrivées à Marseille par la mer. Enfin, c'est vieux comme l'histoire marseillaise. Quand on vous écoute, on voit toutes ces inconnues. On fait la comparaison avec d'autres moments. La Grande Peste, c'est 1720 à Marseille, c'est ça. On a l'impression souvent, c'est un peu défaitiste, mais ces grandes épidémies, elles arrivent, elles tuent. On essaye de se battre comme on peut. À Marseille, ils avaient déjà quelques idées de confinement, etc. Puis à la fin, elles disparaissent. On ne sait pas très bien pourquoi. C'était peut-être pareil en 1920. En réalité, on a peu de moyens. Parce que là, il manque, encore une fois, c'est un peu ce que vous dites quand vous dites, écoutez, alors la concentration urbaine, ça veut dire quelque chose. Il nous manque une réflexion. Si vous voulez, toutes les maladies infectieuses ne sont que des maladies d'écosystème. D'accord ? Donc c'est notre rencontre. C'est pour ça que la première étape, c'est, attendez, on vit au milieu d'un monde qui ne nous est pas visible, qui est d'une densité extrême. Ce monde change sans arrêt, et il change bien entendu, et il change du fait de notre action, mais aussi sans notre action, du fait des variations, j'en sais rien, climatiques, les usages des différents produits qu'on utilise dans l'environnement changent ça, et puis le climat change. Par exemple, la grippe, si on appelle ça influenza, c'est parce qu'au début on pensait que c'était sous l'influence du froid, influenza des Fredos, c'est décrit par les Italiens, qui étaient les leaders des maladies infectieuses au XVIe siècle, hein, avec Fracastor. Et donc, si vous voulez, cette idée que la grippe était une maladie du froid est restée persistante jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. 30 ans, on se demandait même s'il y avait des grippes en Afrique. On est au cœur de votre vision du monde, c'est-à-dire vous dites tout évolue en permanence. Vous êtes un passionné de philosophie grecque, même présocratique. Hein. Héraclite, tout coule, tout change, Pantarei, etc. Tout change en permanence. Lucrèce, surtout, Lucrèce, Romain, Lucrèce. Ça, c'est vos modèles.
C'est pas mes modèles. On est construit de multiples modèles, hein. Mais il y a, si vous voulez, on voit qu'il y a eu une période qui va effectivement de la fin de la République et du début de l'Empire à pratiquement le 19e siècle sur la vision de la complexité du monde, sur la révolution atomique, enfin l'atome c'est décrit par Démocrite quand même, hein, donc c'est extraordinairement ancien. On a oublié, et d'ailleurs on n'a plus d'œuvre de Démocrite et d'Héraclite, hein, donc on a oublié le seul œuvre qui nous reste, c'est de Lucrèce, qui témoigne de cette vision que les gens avaient de l'évolution du monde, qui est très proche de celle qu'on a maintenant. Ça vous a amené, à des positions, y compris politiques. Moi je vous ai lu, c'est 2016 déjà, vous êtes assez anti-Zemmour par exemple. Vous dites le métissage c'est bien, il ne faut pas avoir peur, la grande circulation... Je n'ai jamais dit que j'étais contre Zemmour. Oh, vous étiez critique. Vous disiez le grand métissage c'est bien, la grande circulation des populations c'est bien. C'est ni bien ni pas bien. C'est la vie. C'est juste la vie. Ouais. C'est la seule manière de ne pas être métissé, c'est d'être isolé pendant un certain temps, mais en ignorant les métissages qui étaient antérieurs. Je vais vous donner un exemple. Parce que Napoléon, vous donnez l'exemple de Napoléon. Je me rappelle, si vous voulez... parce que c'était un moment qui, dans l'anecdote qui, dans mon esprit, m'a beaucoup marqué. Une fois, j'étais sur un plateau de télévision, j'en faisais plus avant, sur la science. Donc, TV5, la journée de la science, et donc j'étais interviewé, d'ailleurs en parallèle avec mon ami Jean-Laurent Casanova, qui était la génétique. Et les gens me disent, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau en microbiologie ? Et juste avant moi était passé un paléontologue très célèbre du Collège de France, qui s'appelle M. Pic, et qui expliquait juste avant pourquoi l'Homo sapiens avait pris le dessus sur Néandertal, parce qu'il était plus intelligent, un plus gros cerveau, qui était un mythe, si vous voulez, paléontologique. Et quand je suis passé après, je dis, mais voyez, la révolution du XXe siècle, c'est ce qu'il vient de vous dire n'est pas vrai. Voilà, c'est faux, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'à partir d'un os, ils ont tiré une conclusion. Mais si on regarde la génétique, en réalité, toute la partie indo-européenne, nous sommes tous des bâtards de Néandertal et de Cro-Magnon. Et on ne peut pas l'appeler Homo sapiens ou l'homme moderne, parce qu'il n'est pas plus moderne que l'autre, puisque lui n'existe plus. Donc vive la bâtardise, vive le métissage. Ça me frappe, vous faites l'éloge des thésards africains, arabes ou d'origine maghrébine. Quand vous dites, voilà, c'est ça la réalité, ça aussi, c'est le grand brassage. Globalement, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, nous sommes des mosaïques. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes des mosaïques. Moi, j'ai appris quand j'ai fait... C'est très amusant. Et maintenant, il y a plein de boîtes qui font ça. Alors, on n'a pas le droit de le faire en France, mais enfin, on le fait quand même. De regarder sa propre origine génétique, si vous voulez. Alors, vous l'avez fait, boîtes qui ont fait. Oui. Et alors ça m'a beaucoup amusé parce que je me moquais beaucoup des Scandinaves. Je suis un mélange de vous avez une petite dent contre les Scandinaves. Vous dites qu'ils ne se touchent pas assez, ils sont un peu froids, ils sont... Non, mais c'est parce que... Non, mais ils ont une culture... Il y a une culture qui s'est développée récemment, hein, dans les 2 derniers siècles, qui est différente de la nôtre. Moi, je suis un Méditerranéen et un Africain d'adoption, si vous voulez. Mais c'est amusant, mais ma génétique est celle d'un Scandinave. Alors, quand on le sait, c'est terrible, ça. On peut le comprendre. C'est amusant. C'est amusant. Ça veut dire que simplement, il faut se garder d'avoir des idées trop simples. Et moi, je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé d'avoir des idées trop simples. Alors, vous mentionniez l'Afrique, Marseille. On va parler un peu de ses origines, parce que dans votre façon d'aborder les choses de façon un petit peu excentrée, ça en dit pas mal. Naissance en Afrique, père médecin militaire, mère infirmière. C'était comment ? Quoi ? L'Afrique, le gamin en Afrique. C'était... de revenir d'Afrique a été une situation terriblement pénible, très difficile. On vivait, pour vous dire, mon père était chercheur, hein, il a créé un des premiers, ou le premier laboratoire de recherche en médecine, en nutrition tropicale. C'est un nutritionniste, il a été professeur au Faro, qui est la raison pour laquelle on est revenu à Marseille. Il avait fait construire cette truc. Mon père était plus fou que moi, et donc il avait fait un institut, et il avait fait au premier étage l'endroit où nous vivions. Donc on vivait au-dessus du laboratoire que dirigeait ma mère. Et nous étions en face de l'Institut Pasteur de Dakar et en face du CHU de Dakar. Et tout était là déjà. Tout était là. Et en bas, 100 mètres en dessous, il y avait la plage de l'Ange-Bernard, où on pouvait aller se baigner. Donc, si vous voulez, c'était une... le paradis. Oui, et puis vous voyez, après, il y a certains destins auxquels on essaie d'échapper, auxquels on ne peut pas échapper. Et vous êtes revenu en Afrique, il y a ces images. Alors, Jeune Afrique a une passion pour vous, vous êtes souvent là. Vous vous ressourcez en Afrique, on peut dire ça ? Parce que la vie est malicieuse, et le destin est malicieux. Si vous voulez, il y a 12 ans ou 13 ans, l'Institut de recherche sur le développement m'a demandé de prendre à l'intérieur de mon unité de recherche
une unité de recherche qui avait des problèmes à ce moment-là, qui était au Sénégal. Bien entendu, c'était une malice. Je ne pouvais pas refuser de m'occuper de l'unité sénégalaise, et donc je m'en suis occupé. Et donc cette équipe dont maintenant Cherk, vous voyez à gauche là, et le directeur, est une équipe avec qui j'ai travaillé, sur laquelle on a fait beaucoup de travaux, et qui a fait que j'ai retrouvé vraiment avec beaucoup d'émotion des sensations qui sont très anciennes. Et puis on voit bien que tous ces épisodes de la vie participent à ce que vous devenez. Didier l'Africain qui arrive à Marseille, ça, vous avez quel âge? À Marseille, je suis arrivé à 8 ans. C'est un choc, ça? Non, parce qu'on avait fait un bref passage par Maison Lafitte, si vous voulez. Et donc, c'est que Marseille est à mi-chemin, exactement, si vous voulez, entre Paris et l'Afrique, quand même. Hein. Et vous êtes devenu Marseillais, alors, superlativement. Là, il y a quelque chose, ça marche, quoi, entre vous et Marseille. Qu'est-ce qui fait que ça marche à ce point? Ah, je sais pas, je suis adapté, quoi. Ouais. Je suis dans vous mon êtes une bactérie qui a bien trouvé son système. Oui, je suis dans mon écosystème, et puis je suis dans un écosystème. Mais qu'est-ce qui vous plaît? L'esprit de Marseille, il y a quelque chose là, visiblement. Hein, Dieu sait si vous avez attaqué les Parisiens, etc. L'esprit de Marseille, qu'est-ce qui fait? Non, mais si vous voulez, c'est pas. J'attaque pas les Parisiens en soi. Si vous voulez, j'attaque le centralisme non démocratique. Ouais. Voilà. Bon. Donc j'attaque ça, si vous voulez. J'ai une sainte horreur de l'arrogance, et j'ai une horreur de l'arrogance de fait. Les gens qui pensent qu'ils sont bons de nature ou de naissance ou de trucs, ça m'irrite au plus haut point. Il y a des bougies Raoult, il y a une Raoult mania. Hein, on va voir à Marseille, en tout cas, petite florilège. On a quand même souvent des idées un peu tordues parce qu'on a, on aime bien rigoler. Et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une bougie avec Didier Raoult en saint comme on fait avec les autres? Donc pour rigoler, on lui a mis le Covid ici, un peu sucre sacré. Et ensuite le symbole de la chloroquine dans la main. Et une idée qui se transforme en or. La bougie Didier Raoult est la plus grosse vente jamais réalisée par la boutique. Pour Hugo, en revanche, c'est beaucoup plus sérieux. Il s'est fait tatouer le visage de son héros sur la cuisse droite. C'est quelqu'un qui se dresse contre le gouvernement, contre tous les objectifs financiers qui sont derrière toute cette histoire. C'est un petit Che Guevara sans armes. Même s'il reconnaît aussi au professeur un esprit marseillais. C'est une ville rebelle, c'est une ville qui est comme ça, c'est une ville qui a une grande gueule, et le professeur Raoult quand même colle bien avec tout cet ADN-là. Voilà, Che Guevara, rebelle, tout ça vous le prenez? Si vous voulez, moi j'ai été, c'est une autre partie sur ma famille, j'ai été élevé par des gens qui étaient des résistants de la première heure, de 40. Si vous voulez, j'ai une grand-mère qui faisait 1m50 qui a été déportée à Ravensbrück parce qu'elle a eu à tenir pendant quelques mois le réseau de résistance parce que mon grand-père était parti. Mon père a été médecin de Malraux dans la brigade Alsace-Lorraine. Vous savez, j'ai été élevé avec ça, avec le fait, c'est pas parce qu'à un moment tout le monde dit il n'y a plus rien à faire qu'il faut s'arrêter. Ça vous a beaucoup frappé, ça? Je vous ai souvent écouté, par exemple, juin 40, la débâcle, le pays qui s'effondre, il y a quelque chose comme vraiment une terreur. Ah oui, parce que si vous voulez, là aussi, si vous regardez les chiffres, si vous voulez, c'est un truc d'ailleurs que les Américains et les Anglais nous reprochent beaucoup. Ils disent qu'on est des gens qui lâchons. Ouais. Donc c'est surrender. Ouais. Ils se rendent. Donc, il ne faut jamais se rendre. Moi, en tout cas, je n'ai pas été élevé comme ça. Et donc, si vous voulez, si vous regardez les chiffres, c'est très troublant, 40, parce que les Français ont perdu plutôt moins d'hommes que les Allemands. Ouais. 50 000 sur 2,3 millions, si vous voulez. Et donc, il y a une crise panique qui est prise dans le Nord et à Paris. Après, il y a les 2 tiers des Parisiens qui partent sur les routes, ils ne savent même pas où ils vont, ils s'arrêtent, les gosses sont perdus. Il y a plus de morts dans la débâcle que ce qu'il y a eu de militaires qui ont été tués. On se rend. Bon, c'est comme ça que mon grand-père a commencé. Il s'était rengagé pour faire la guerre. Et avant même qu'il voit un Allemand, lui demande, parce qu'il est au nord de la ligne de démarcation, d'aller trouver les Allemands les plus proches pour se rendre. Enfin, c'est incroyable. Et quand il est revenu, on l'a foutu en prison parce qu'il avait désobéi. Ouais. Donc, si vous voulez, j'étais élevé avec un drôle de lait, si vous voulez. Donc... Et c'est mais vrai. Ça, cet esprit de bataille de Didier Raoult, vous en parliez au début, c'est vrai pour les bactéries, pour notre écosystème interne, on sent que c'est votre caractère intime. Il y a un côté castagneur chez vous. Les médecins ont peur de vous. Vous faites peur à beaucoup de gens, vous savez bien. Vous aimez ça, regardez, voilà, ça vous fait jubiler. Il y avait à votre place un médecin il y a quelques jours, je lui avais dit, est-ce que vous êtes ami Didier Raoult? J'ai vu, il commençait, la sueur commençait à perler, il disait, qu'est-ce que je vais dire? Il a peur de vous. Non mais, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse?
qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On choisit pas son être, enfin, pas naïf à ce point, on choisit pas son être, on est comme on est. J'ai demandé témoignages de médecins qui vous connaissent. Beaucoup disent, voilà, si on est à table avec Didier Raoult, il aime la castagne, il faut lui dire, Didier, arrête, tu nous emmerdes. C'est une des rares façons de vous arrêter, sinon vous aimez, voilà, vous voulez du vrai affrontement. Hein. Non, mais je pense que, encore une fois, moi, pour vous dire jusqu'à quel point je pense que c'est la vie fonctionnelle, j'enseigne depuis extrêmement longtemps aux étudiants. Et donc, j'ai commencé à faire des staffs il y a 35 ans. Et le principe que j'ai toujours eu avec les étudiants, depuis que j'étais interne, et puis assistant, et puis professeur, alors j'ai été en maladie infectieuse jusqu'à 37 ans, parce que les gens qui ne savent pas ça, j'ai été interne, assistant, puis praticien hospitalier en maladie infectieuse jusqu'à 37 ans, et à partir de 37 ans, je suis professeur de microbiologie. Et pendant tout ce temps, en continuant à faire des maladies infectieuses, à pratiquer, pendant tout ce temps, j'ai toujours mis au défi les étudiants, les internes, puis mes collègues, quand je disais quelque chose, de me prouver en public le contraire. Ouais. Mais avec la bibliographie, pas avec des opinions. Vous leur dites doutez toujours. Oui, et puis je dis, écoute, si tu ne me crois pas, présente le sujet là-dessus, et si tu montres que j'ai tort, en public, je dirais, je me suis trompé, tu as raison. Donc c'est un vrai défi qu'on donne aux gens, et je vous assure, vous verrez le niveau des présentations qui sont faites toutes les semaines par les internes, et puis par mes étudiants 3 fois par semaine, c'est impressionnant. Mais parce que je suis impitoyable quand il faut. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Tout ça, transposé dans la crise du Covid, ça a fait que vous avez parfois hystérisé le débat. C'était hier encore ce face-à-face avec le Sénat. On va rappeler la séquence où vous dites aux sénateurs, attention, je vais me battre. Hein. Je n'aime pas qu'on m'insulte. Je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je ne le fais pas. Et donc je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4% d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs. Mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde. Ah, vous dites que vous faites des erreurs, Didier Raoult. Ça, c'est... Bien sûr. Oui. C'était quoi les erreurs principales ? Non, si vous voulez, dans les... il faut les dire, parce que si vous annoncez les erreurs, sinon ça fait faux modeste. Non, dans les erreurs qui ont été faites, il y a eu, si vous voulez, les erreurs dans lesquelles ils sont spécialisés. Là, c'est un site de délation vachement intéressant. Les erreurs dans lesquelles ils sont spécialisés, c'est de regarder si les documents, les gels que nous mettons, ou les Western Blot, une technique de sérologie, sont reproduits ou construits. Et donc, une fois, ils ont trouvé qu'il y avait un témoin négatif. Honnêtement, ça ne peut pas se voir à l'œil nu, mais donc ils ont agrandi les images qui étaient 2 fois le même. Et donc ils ont dit, vous avez triché, vous avez 2 fois le même témoin négatif. Mais, très bien, quand le journal nous a dit, ils ont trouvé ça sur un papier qui avait 15 ans. Ouais. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc je suis fouillé pour de bon. Et donc, quand ils ont dit ça, ils ont dit, très bien, écoutez, c'est un témoin négatif, franchement, on n'a pas remonté la photo nous-mêmes, on ne voit pas la différence, donc on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait mis 2 fois le même truc, on ne le sait pas. Est-ce que d'avoir mis l'hydroxychloroquine à ce point-là au centre du débat et provoquer une telle polémique, est-ce que ça, c'était une erreur ? Mais non, mais je crois que... Là aussi, je ne sais pas comment le dire, parce que ça n'a pas d'écho. Donc je pense qu'il faudra le temps pour trier tout ça. D'abord 2 choses. L'hydroxychloroquine, ce n'est pas moi qui en ai parlé plus, j'en parlais d'ailleurs. Enfin, j'utilise l'hydroxychloroquine comme thérapeutique depuis 25 ans pour des maladies infectieuses. Et c'est dans tous les livres de médecine du monde. Donc j'ai utilisé les mêmes doses pour des bactéries intracellulaires que celles que j'imaginais pouvoir être efficaces chez des virus intracellulaires. Ceux qui ont le premier parlé d'hydroxychloroquine dans le coronavirus, c'est pour le SARS, c'est Anthony Fauci quand même. Hein. Maintenant, il ne le dit plus. Mais à l'époque, il disait pour le SARS, le meilleur traitement de tous, c'est l'hydroxychloroquine. Bon. Mais est-ce qu'on peut dépassionner le débat, dire voilà, que ce fond c'était un pari, est-ce qu'on peut dire que c'est un pari, qu'on attend encore la résolution, si ça marche ou pas au fond ? Laissez-moi terminer. Terminer.
Deuxièmement, le premier médicament qui est testé par les Chinois sur le virus, qui est publié dans un journal international, ils disent on a testé le virus, il y a 2 médicaments pour lesquels on trouve une efficacité, c'est le groupe chloroquine, hydroxychloroquine et le remdesivir, qui n'est pas disponible. Donc ensuite, les Chinois font une première déclaration en disant on a traité une centaine de malades avec l'hydroxychloroquine, il y a une amélioration clinique, biologique, radiologique. Ma foi, sauf à dire que les Chinois sont... Moi, je ne crois pas que les Chinois sont des imbéciles parce que c'est nos seuls rivaux, techniquement, actuellement. Mais pardon, permettez-moi comme une question. Vraiment le candide absolu, parce que j'ai aucun préjugé sur l'hydroxychloroquine. Si ça marchait, personne n'a envie de tuer ces gens, aucun pays n'a envie de tuer... Pardon, si ça marchait, est-ce que franchement... Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas admettre simplement que pour l'instant c'est un pari qui marche dans ce cas, mais c'est pas prouvé, ni confirmé, ni infirmé. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. C'est pas vrai. Bah alors pourquoi les gens ne le prendraient pas? Alors, ça, c'est du bon sens. Non, ça, non, pas de la... non, je vais vous poser une question de bon... Ça, c'est de l'opinion. Je vais vous poser une question de bon sens. Ouais, je veux dire, d'ailleurs, vous savez, là aussi, c'est les chiffres qu'il y a qu'à regarder. On a traité 5400 personnes avec l'hydroxychloroquine. On a 0,4% de mortalité, la plus basse du monde. D'accord? Il est sorti 100 publications d'essais sur la chloroquine. Vous ne les connaissez pas. Personne ne les rapporte ici, personne ne les lit d'ailleurs. Donc 80% montrent qu'il y a un bénéfice. En général, entre 30 et 50% de la mortalité. D'accord, mais pourquoi les États, si c'est le cas, pourquoi les États je vais vous expliquer pourquoi. Ne s'y mettraient pas. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas sûr que vous comprendrez maintenant, mais à un moment, vous comprendrez ce que je dis. Je vais me concentrer. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis cerné de psychiatre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si elle me surveille. Épouse psychiatre, beau-père. Mon beau-père était professeur de psychiatrie. Ils vous disent que vous êtes un peu fou, qu'est-ce qu'ils disent? Non, aucun d'eux ne pense que je suis fou. Bon, ils n'osent pas. Je ne sais pas s'ils n'osent pas, mais ils restent avec moi. Ils ne traitent pas, ils me demandent plutôt des conseils. Il y a quelque chose en psychiatrie qui est un phénomène très important. Il y a eu une seule bouffée délirante dans l'histoire de l'hydroxychloroquine. Une seule. Mais vous allez me dire le Lancet. L'étude, foireuse. On est bien d'accord. Non, mais n'exécutez pas ça comme ça. Vous ne réalisez pas ce qui s'est passé. Bien sûr, ça a été un plantage complet pour eux, il n'y a aucun doute. Vous ne réalisez pas comment un journal comme ça, des reviewers, des éditeurs, ont pris comme étant possible par des inconnus que l'hydroxychloroquine... Non, on n'est pas d'accord, laissez-moi terminer. Pouvait tuer 10% des gens quand 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient. Comment ils ont pu croire ça? Comment, dans le week-end, le ministre et l'OMS a pu valider ça? Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Et donc ça a été un coup pour vous. Non, c'est la réponse à votre question sur l'hydroxychloroquine. Ils sont mais vous êtes en train de me fous. dire que même les États ont des bouffées délirantes qui veulent vraiment... Ils sont à ce point délirants qu'ils disent on préfère que nos gens meurent plutôt que d'accepter ce que dit M. Raoult. Arrêtez de dire les États. Il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans des États dans lesquels on recommande l'hydroxychloroquine. Mais la France, il n'y a pas une bouffée délirante du gouvernement français qui voudrait... Si, je crois. Croyez vraiment que le gouvernement français a une bouffée délirante à ce point-là? Oui, j'hésite entre une bouffée délirante, si vous voulez, et l'incapacité à dire, écoutez, vous ne voulez pas qu'on remette les choses à plat, qu'on regarde calmement, paisiblement, finalement. Attendez, il n'arrête pas, il en sort... Ils ont un point de vue idéologique, d'après vous? Je ne sais pas. Au départ, certainement, il y avait un point de vue idéologique des gens qui disent, écoutez, il y a une maladie nouvelle, c'est un médicament nouveau qui va marcher, ce n'est pas un truc qui a 70 ans, vous nous racontez les balivernes. Je comprends ça, je comprends que c'est une position. Regardez vous-même, comment se fait-il que le seul médicament qui a été arrêté en cours de route alors qu'on n'avait pas validé, c'est l'hydroxychloroquine. Ils n'ont pas fini l'étude dessus, ils l'ont arrêté. Vous vous rendez compte que mais les Anglais ne sont pas plus malins. Dans l'essai anglais, vous vous rendez compte, et dans des choses qui ont été publiées pour dire que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Mais écoutez, parce que tant que vous n'aurez pas compris que tout ça, c'est de la folie... Non, mais j'entends vos arguments. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Professeur, vous comprenez bien que ceux qui vous écoutent, beaucoup se disent que le fou, c'est pas eux, c'est lui. Parce que dire qu'un gouvernement, encore une fois, mais préfère laisser mourir ces gens parce qu'il a une bouffée délirante plutôt que d'admettre que ça marche, c'est pas possible. Mais vous vous trompez. Alors moi aussi, j'ai une bouffée délirante. Non, mais c'est pas là. Je vous dis, laissez faire dans votre cerveau le chemin de ce que je vous dis. Quand il est publié dans le New England, 2 articles qui disent l'hydroxychloroquine ne marche pas. Vous regardez l'un qui est signé par Spiker, et il vous dit, écoutez, c'est une série sur laquelle il y a 30% des gens sur lesquels je n'ai fait aucun test.
Vous prenez ça. Ouais. Ensuite, il y a le grand essai anglais. On dit c'est pas la peine d'avoir un test si le médecin est convaincu que c'est ça, c'est bon. Ouais. Et non mais vous pensez qu'on est dans le même monde? Professeur, l'avenir tranchera. Quoi qu'il en soit, on voit à quel point vous assumez des positions iconoclastes. Là, voilà, il y a un caractère, Raoult, ça fait beaucoup pour la fascination qu'il y a autour de vous. Vous osez. Voilà, vous osez absolument. Il y a une forme, est-ce qu'il y a une forme, je vous le pose sans provocation, disons, de mégalomanie assumée chez vous? Non, d'abord, encore une fois, moi, je vais vous dire, pour dire la vérité, je ne tenais pas du tout à faire ça. J'ai 3 sujets de recherche monstrueux qui se sont arrêtés pendant ce temps, qui sont beaucoup plus intéressants, mon point de vue, hein, qui ont dû arrêter du fait de choses qui, à mon sens, entraînent des innovations dans la connaissance qui sont beaucoup plus importantes que celles-là. Je regrette de ne pas avoir le temps de le faire. Ouais. Il se trouve qu'on était là et qu'on a les moyens de faire. Mais encore une fois, je pense qu'il faudra du temps pour que les gens raisonnent et réfléchissent. Mais comment est-il possible que nous arrivions à faire 3000 tests par jour qu'on rend en moins de 24 heures? C'est qu'on a un savoir quand même. Ouais. Comment se fait-il que nous, on ait eu, je sais pas, 69 000 personnes qui sont venues se faire tester dans notre institut, qu'on leur a rendu les résultats en moins de 24 heures? Comment se fait-il qu'on ait pu traiter, nous, 6 000 personnes, dont 5 500 pour lesquelles on a Professeur, on vous dit là, c'est comme les actes d'Auguste. J'ai fait. Là, c'est votre caractère. Mais est-ce que vous assumez le fait qu'un peu de mégalomanie n'est pas mauvaise dans votre vision du monde? Non, mais écoutez, honnêtement, je pense que les gens qui traitent les autres un mégalomane, pour moi, peut-être que je me trompe, mais rappelez-vous que j'ai des accointances en psychiatrie, c'est les gens qui prétendent être plus grands que ce qu'ils sont. Ouais. Vous êtes aussi grand que vous prétendez l'être. Je prétends rien du tout. Ouais. Vous savez, c'est les gens qui me prêtent. Vous m'avez déjà entendu dire que non, la seule chose qui m'intéresse, il n'y a qu'une chose sur laquelle je ne peux pas admettre. Il y a qu'une chose que je ne peux pas admettre, c'est qu'il y a des données quantifiables dans la vie, comme pour tout. Comme chez les sportifs de haut niveau. Vous avez énormément publié. Vous êtes, ça, tout le monde vous le reconnaît, un des plus grands microbiologistes du monde. Ça, c'est un fait. Mais, alors, communauté scientifique, il y a des arguments quand même. Ils disent, vous nommez Raoulti, moi je ne suis pas très bon, pardon, en nomenclature, des Raoulti quand c'est une bactérie, parce que vous êtes là. Est-ce que c'est vrai que vous avez des bustes de vous-même dans votre jardin? Non, mais d'abord, ma vie privée ne vous regarde pas. Deuxièmement, c'est pas courant, il faut que vous sachiez une chose, c'est que, c'est encore une bêtise, c'est de la médisance, mais on n'a pas le droit de donner son nom à une bactérie. On n'a pas le droit. Ça n'existe pas. C'est interdit par la nomenclature. Donc c'est une réponse à votre question, c'est idiot. Et les bustes? Ça ne vous regarde pas. Il n'y a pas de honte à avoir des bustes de soi. On peut avoir le droit d'être un peu... Ça ne vous regarde pas. Je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, ni pour parler, ça ne vous regarde pas. Professeur Raoult. Non, mais vous avez des manies de... Non, mais attendez. Professeur Raoult, sur le fond, sur ce que ça veut dire, sur votre démarche scientifique, vous avez cité Nietzsche, par exemple. Pour vous, la réalité, la vérité s'atteint de cette manière-là, c'est-à-dire dans le combat et dans l'affirmation d'un caractère? Je ne sais pas ce que c'est la vérité, si vous voulez. Ce que je sais, c'est que dans la science, les vérités sont instables. Voilà. Et que donc, il y a des moments dans lesquels... les choses avancent d'une manière considérable. Moi, je compare, et je dis ça aux plus jeunes, je trouve qu'avec, en microbiologie, en biologie, avec les outils que nous avons, depuis l'ère de la génomique, nous vivons l'équivalent de ce que les géographes ont vécu au début du XVIe siècle, c'est-à-dire on découvre une part du monde dont la plus grande partie du monde nous était totalement ignorée. On l'a découverte, nous, bien sûr, elle existait avant qu'on les voie, mais nous découvrons cette partie du monde. On en est là pour la biologie et pour la microbiologie. On en est là, des outils qui nous font découvrir des choses tous les jours, et donc il faut être très modeste avec ça, il faut être très prudent et modeste. On vient de vivre des mois inouïs où, dans cette grande polémique perpétuelle, les politiciens aussi se sont emparés. Il y a ce moment où Emmanuel Macron va vous rendre visite. Voilà, ça a été un moment fort de cette crise quand même. Il y a le président de la République qui va chez vous. Il y a cette photo qui a été beaucoup commentée où c'est vous qui êtes presque dans la position un peu du chef d'État et puis lui est un petit peu comme ça. Ça, vous l'avez vécu comme un tournant pour vous? Au risque de vous décevoir, je trouvais que c'était intelligent de sa part. Je trouvais que c'était intelligent de sa part, c'est-à-dire qu'il se passait un truc, manifestement, vous prendrez encore une fois comme vous voudrez, mais on a créé et on a
des données et on a soigné plus de malades, on a vu plus de malades, on a testé plus de malades que dans un site unique que n'importe qui au monde. Et que ce pays n'en profite pas, ça serait une bêtise. Et donc c'est ce que j'ai pensé, et donc c'est ce que le président a pensé à ce moment-là. Je lui ai d'ailleurs donné des données qui étaient inconnues des autres parce que nous les avions juste là, sous la main, comme l'incidence chez les enfants ou comme la forme que prenait la courbe. Est-ce que vous avez senti une parenté avec lui intellectuelle? Parce que votre façon de voir les choses, où on brasse plusieurs points de vue, c'est une façon un peu macronienne. Vous avez senti une forme de parenté? Ah, écoutez, en tout cas, comment dire, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais il y avait une espèce de complicité intellectuelle, incontestablement. Ouais. Voilà. À quoi vous l'avez vu? À quel moment? Ah, je ne sais pas, c'est humain, c'est comme ça. Ouais. Si vous Vous voulez. l'avez bien aimé? Oui, j'ai bien aimé discuter avec lui. Ouais. Il est charmeur, quand même. Non, Ah ouais. c'est un homme qui a beaucoup de charme. Ouais. Donc, il est charmeur, on ne peut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Le charmeur est intelligent. Après, si vous voulez, le reste, je ne peux pas dire que la manière dont globalement j'ai été traité m'enthousiasme, si vous voulez. Mais, ça, on l'a compris. Mais globalement, ou la manière dont le sujet a été traité m'enthousiasme. Il y a cet autre moment, autre chef d'État, c'est Trump, évidemment. Ça a été un moment dans cette crise inouïe, quand Donald Trump, au fond, oui, c'est votre portable, il faut couper votre portable, là. Quand Donald Trump dit, vous appuie, au fond, prend votre pari. Est-ce que vous avez un signal de la Maison-Blanche? Comment ça se passe à ce moment-là? Non, pas du tout. Non. Ça s'est fait, je ne suis pas le conseiller de Trump. Mais pour vous dire la vérité, s'il avait demandé à me rencontrer, j'aurais rencontré. Bien sûr, je suis neutre sur les aspects et les choix politiques, c'est pas mon problème. Est-ce que là aussi il y a une parenté? Vous dites parenté avec Macron, enfin vous avez bien compris. Est-ce qu'avec Donald Trump, sans l'avoir rencontré, cette façon qu'il a de briser tous les codes, est-ce que ça vous a plu? Je ne sais pas. Ce que suscite les États-Unis pour moi, c'est plus de l'inquiétude, si vous voulez. Je trouve que depuis que Trump est là, je ne sais pas si c'est de sa faute ou si c'est de qui c'est la faute, mais on a un sentiment de guerre civile dans lequel nous sommes pris, parce que contrairement à ce que disait hier quelqu'un, aux États-Unis, il n'y a pas de position fédérale. Il y a une position État par État, donc à peu près un tiers des États qui recommandent l'hydroxychloroquine, un tiers qui disent faites un peu ce que vous voulez, il y a un tiers des gens qui disent ne le faites pas. Et donc il y a un état de guerre civile, apparente de guerre civile aux États-Unis qui est très embêtant parce que, encore une fois, quand il y a ces niveaux de tension politique, la politique s'empare de tout, si vous voulez. Là, la politique s'empare de l'hydroxychloroquine, et donc l'hydroxychloroquine, ça devient est-ce que Bolsonaro est pour ou contre, est-ce que Trump est pour ou contre. Moi, je ne me sens pas concerné pour ça. Je me sens concerné par je vois les malades, est-ce que je le traite, je le traite pas. Et dans le débat français, il y a eu ce moment, on a l'impression que la droite en particulier était un peu plus pro-Raoult que la gauche. C'était notamment les déclarations de Nicolas Sarkozy, on va les rappeler. Dans chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française. Et pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. Alors c'est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier. Voilà, l'audacio par Nicolas Sarkozy. Il y a eu, là, avec la droite, tout à coup, quelque chose qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Pourquoi la droite était un peu plus pro-Raoult? J'en sais rien. Encore une fois, j'en sais rien, si vous voulez. Moi, les maladies infectieuses, probablement parce que comme je l'ai dit, j'ai une généalogie gaulliste que je revendique, parce que globalement, pour vous dire la vérité, je suis totalement incapable de savoir quand on vote pour quelqu'un s'il va mieux faire que son adversaire. Donc j'ai renoncé depuis longtemps. Est-ce qu'il pourrait faire de la politique? Vieille question. Hein. Non. Une fois pour toutes, c'est non. Ça vous tentera pas? Non. Bon, vous savez, si j'ai dû en faire, ça fait bien longtemps qu'on me l'a proposé. Donc, on vous l'a proposé? Oh là, ça fait bien longtemps. Qui vous l'a proposé? Je vous le dirai pas. Allez. Non, mais arrêtez, vous me tirerez pas les verdures. Vous n'avez pas remarqué que j'ai une certaine robustesse. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. Donc, si vous voulez, c'est un métier à part. Je pense que ceux qui jouent à ça, d'ailleurs, c'est une arrogance de plus, si vous voulez. Les gens qui pensent
c'est une des grandes folies de notre époque. Les gens qui pensent que parce qu'ils sont bons à quelque chose, ils sont bons à tout, c'est une erreur. Voilà, c'est pas vrai. Donc moi, alors ça, peut-être que je suis mégalomane, mais j'ai pas de raison de penser que je fais pas bien mon métier. Donc, puisque je fais bien mon métier, tant que je pourrais le faire, je le ferai. D'accord ? Et puis, je ne vais pas faire un autre métier auquel je ne comprends rien, dans lequel les gens ne sont probablement pas plus gentils que dans le mien. Et dans le mien, je vais tester. J'ai de quoi me défendre, parce que, quand même, avant de parler, j'ai des données qui sont chiffrées et opposables. Je ne vais pas me lancer dans un monde que je ne comprends pas, dans lequel la dureté est au moins comparable. Didier Raoult, ce qu'il a représenté dans cette crise, c'est cette approche de la réalité, l'empirisme. Hein. Voilà, ça, vraiment, c'est au cœur de votre vision du monde. Vous le rappeliez hier encore au Sénat, là aussi, un extrait. Je ne suis pas un homme de spéculation. Donc je suis très empirique, très pratique, pragmatique. C'est ma nature. Elle me réserve de très bonnes surprises. Donc je serais content de ce qu'on a pu trouver. Je pense qu'on peut découvrir d'ailleurs que par l'observation et l'empirisme. On peut confirmer par les techniques méthodologiques, mais on ne peut pas découvrir comme ça. Ça fait l'objet de grands débats épistémologiques. Donc la manière dont nous travaillons, d'abord, c'est que nous lisons toute la littérature. Didier Raoult, là, il y a vraiment une approche du monde, l'empirisme, surtout pas les méthodologistes. Ça, c'est vos grands ennemis. Hein. Pourquoi ? Non, c'est pas. Dans l'épistémologie, c'est pas moi. Je trouve que beaucoup des réflexions manquent de fond. Je m'excuse. Donc, quand vous regardez l'histoire des grands épistémologistes du XXe siècle, d'accord. Donc, le premier grand épistémologiste du XXe siècle, c'est Karl Popper, qui dit, écoutez. Si une théorie n'est pas falsifiable et si c'est qu'elle a cessé d'être une théorie scientifique pour devenir une religion. Donc, et dedans, il met l'évolution darwinienne, le communisme et la psychanalyse. Ce qui fait une révolution, c'est autre chose que ce que je disais. Dans les années 30, je peux vous dire que c'était extrêmement brûlant. Il a dû même faire un pas en arrière parce qu'il ne pouvait pas avoir que des ennemis à la fois. Donc il a dû faire un pas en arrière sur le darwinisme en disant finalement peut-être que l'évolution c'est une science. Mais l'expérience a montré que de remettre en cause, peut-être maintenant ça change un peu, mais de remettre en cause pendant 100 ans la pensée de Darwin était un crime contre l'esprit et qu'on n'avait pas le droit de le faire. C'était une religion. Et vous êtes dans cette tradition où vous dites voilà, dès qu'il y a une opinion dominante, il faut l'attaquer. La mettre en question. Non, mais ça veut dire une opinion dominante n'a pas plus de raison d'être la vérité qu'une opinion non dominante. C'est comme ça. Le deuxième vraiment grand épistémologique, c'est Kuhn, qui dit, écoutez, la science évolue non pas seulement par les techniques, comme le disait Popper, mais elle évolue aussi par les paradigmes. Et donc, il faut savoir changer de paradigme. Et parfois, c'est pas vrai. Il ne suffit pas d'avoir les évidences techniques pour changer de paradigme. Il faut qu'il y ait un mouvement intellectuel et social pour changer de paradigme. Application pratique, vous approuvez les réseaux sociaux. Vous dites les réseaux sociaux, bien sûr, il y a la poubelle et tout, mais il y a aussi un grand brassage des idées qui, pour vous, amène un mieux. Il y a, si vous voulez, une moins... je n'avais pas d'opinion très claire parce que je ne me sers pas, moi, personnellement, de ça. Votre compte Twitter, c'est pas vous ? C'est ça sert à rien de vous insulter, quoi. Ça sert à rien de m'insulter, donc je ne les lis pas. Donc, mais en regardant l'analyse des données, il y a un site qui est très intéressant qui s'appelle Our World in Data, dans lequel j'ai essayé d'expliquer en particulier le malaise de notre société, que je trouve malade. Et donc, dans le World in Data, il y avait effectivement une évaluation réseaux sociaux contre médias traditionnels. Et donc, il y avait une évaluation, voilà, quel le sensationnalisme morbide qu'on voit à l'heure là, avec Covid, de la presse. Et donc, il disait, voilà, si on regarde trois causes de mortalité, on parle beaucoup aux États-Unis, c'est les suicides, le terrorisme, alors ça, c'est une suramplification colossale, et puis les homicides, voilà, ça fait 3% de la mortalité. Dans le Guardian, dans le New York Times, ça fait 70% de l'information. Dans les réseaux sociaux, ça fait 30% de l'information. Donc la distorsion de la réalité, c'est la différence entre la réalité rapportée et la réalité observée est beaucoup plus grande dans les médias traditionnels qui sont soumis à l'audimat, à des forces de pression multiples. Il y a une forme de vérité, de démocratie des réseaux sociaux qui est saine ? Il y a, si vous voulez, pour s'exprimer comme nous, on s'exprime sur les courbes de Gauss. Vous voyez, la courbe de Gauss, la courbe de l'information traditionnelle, a des bords beaucoup plus étroits. Et donc, il manque ce qu'il y a de plus intelligent et il manque ce qu'il y a de plus bête.
D'accord ? Les Mais ça extrêmes. manque. Les extrêmes. Il manque les extrêmes. Ouais. Et les extrêmes sont extraordinairement importants. Vous voyez bien que vous n'avez pas, vous le savez, il suffit de faire n'importe quel sondage, vous ne représentez pas l'opinion des gens. Vous représentez une partie de l'opinion. On en revient à du Raoult pur sucre, c'est-à-dire il faut écouter les extrêmes, il faut que ça brasse, il faut que ça bataille. Il faut écouter les gens. C'est-à-dire, il y a des... Vous savez, ensuite, vous ne pourrez pas y échapper. Il y a des analyses de données actuellement scientifiques qui sont faites sur des blogs qui sont meilleurs que ce qu'on lit dans la presse scientifique de haut niveau. C'est très impressionnant. Vous êtes devenu de fait une figure populaire. Il y a peu, dans l'histoire, c'est assez rare, les scientifiques qui deviennent des figures populaires, alors encore une fois contestées ou approuvées. On va rappeler une de vos premières apparitions à la télévision. L'unité du professeur Raoult à la faculté de médecine de Marseille est centre de référence pour la France et l'Europe. La fièvre Q chez l'homme passe souvent inaperçue, mais elle peut aussi générer fièvre, pneumonie, hépatite ou méningite et avoir des conséquences graves chez les sujets à risque. Les femmes enceintes constituent vraiment une population très très à risque. Et puis c'est aussi une cause grave chez les gens qui sont porteurs d'anomalies cardiaques, chez lesquels la bactérie risque de se fixer sur le cœur et donner une maladie chronique et qui est mortelle. Voilà, vous étiez un gamin là, 2001. Sans barbe, on vous reconnaît presque pas. Plantu dit que il était sur ce plateau il y a quelques jours, il dit voilà, vous êtes devenu un logo vivant, tchac tchac tchac, on dessine un Raoult, c'est vite fait. Comment vous en êtes arrivé là ? Je me trouve très bien. Je vois pas pour vous. Écoute, je fais ça pour moi, je fais pas ça pour vous. Ouais. Je suggère ça me redira encore plus. C'était une chanson d'Antoine. Ouais. Écoutez-la, je fais tout ça pour moi, pas pour vous. Comprenez-le. Voilà. Ouais. C'était ça, sa chanson. Je fais ça pour moi, ça me regarde moi. Est-ce qu'il y a quand même une jubilation, une forme de revanche, de se dire voilà, je suis là, je fais. Écoutez, j'ai quand dit vous parliez du Lancet tout à l'heure, on va faire exploser le Lancet un jour. Franchement, pour vous, ça devait être divin, non ? Vous, écoutez, vous jugez à partir de données qui sont extérieures. Vous savez, j'ai été le seul, je ne sais pas si ça va durer, j'étais le seul à faire partie des editorial consultants du Lancet en France. Le seul. Toute spécialité confondue. Je n'ai rien contre le Lancet. J'ai publié un nombre de papiers dans le Lancet considérable. Le Lancet a une évolution qui est la sienne, qui sera celle. C'est devenu très fortement un journal d'opinion. Donc il y a un tiers de Lancet qui sont des opinions politiques très marquées. Son rédacteur en chef s'en cache pas. Il vient de faire un pamphlet anti-Trump. Si vous voulez, et je pense que c'est un mélange des genres que je n'approuve pas. Voilà. Donc j'ai pris une distance pour ça parce que quand on a des opinions très tranchées et que l'on manifeste, on perd un peu de sa lucidité et que dans un domaine comme celui-là, il ne faut pas le faire. Mais alors, pardon, après, laissez-moi terminer. Terminez. J'ai eu une autre journaliste intelligente d'ailleurs, qui m'a posé la question. Non mais, franchement, je fais partie plutôt des gens qui ont honte d'avoir eu tellement de chance dans leur vie que des gens qui ont une revanche à prendre. Vous m'avez regardé. Vous pensez vraiment que j'ai une revanche à prendre dans la vie ? J'ai eu tout ce que je voulais. J'ai la chance. Oui, revanche contre les Parisiens. Bon, là, il y a quelque chose de ça. Non, contre les élites parisiennes, oui. Non. Bon, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Mais j'ai pas de revanche à prendre. Je me moque d'eux, ça n'a rien à voir. Enfin, je me moque d'eux, ça n'a rien à voir, enfin. Vous plaisantez. C'est un de vos plaisirs quotidiens, franchement. Ça m'amuse, parce qu'en plus, ça fait partie de la galéjade marseillaise, si vous voulez. Ça m'amuse beaucoup. Sur le fond, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Mais les gens que je respecte le plus, je vais vous dire une chose. Il y a un type un couple de gens qui ont une production scientifique qui est encore bien meilleure que la mienne. Il n'y a pas 36 000. J'ai demandé une fois de venir chez moi, je ne connaissais pas du tout, c'est Guido Kremer. Je ne connaissais pas du tout, j'ai envoyé un mail, est-ce que vous êtes d'accord de venir faire un séminaire chez moi ? Il dit, mais attendez, j'ai rien à voir avec votre truc. Pourquoi vous voulez ? Je dis, mais parce que je vois que vous êtes meilleur que moi, je veux savoir pourquoi. Il me dit, bon, jamais personne m'a demandé un truc pareil. Sur quoi ? Je lui dis, ce que vous voulez, je veux juste savoir pourquoi vous êtes si bon. Donc elle est venue, on est devenus de grands amis. Sa femme est la présidente de mon conseil scientifique, c'est une fille extraordinaire, qui s'appelle Laurence de Vogel. Écoutez, ils habitent pas Paris, enfin ils habitent Paris, mais ils sont à Gustave Roussy, ils sont merveilleux. Jean-Laurent Casanova est un type qui est merveilleux, qui a fait tout truc. Les types qui étaient les maîtres que je regardais avec amour, c'était Claude Grisselli et Philippe Even. Quand même, juste sur le fond, vous dites qu'il n'y a pas de sens, c'est la galéjade, mais est-ce qu'il y a dans l'esprit de Marseille, dans ce que représente Marseille pour vous, quelque chose
voilà, une leçon à prendre, est-ce que c'est le brassage, est-ce que c'est... On l'entend beaucoup. Hein. Sûrement, moi je trouve que le brassage est extraordinaire. Je pense que ce pays doit se servir de Marseille. Moi je vois pour les étudiants, si vous voulez, francophones, on est souvent leur destination numéro un. Et donc, parmi les choses, quand on va passer notre vie à être évalué, on dit pourquoi vous ne prenez pas d'autres étudiants que les francophones. C'est parce que, en dehors des francophones, on ne sera pas, les gens diront je veux aller à Oxford, ou je veux aller à Boston, tandis que les étudiants francophones, très souvent, leur premier désir, c'est de faire des maladies infectieuses. Et les maladies infectieuses, c'est dans le monde francophone, c'est nous. Et donc, on a les meilleurs étudiants de leur pays. Quelques sons à Marseille, quelques réactions à Marseille, on va les entendre. Pour moi, c'est pas une superstar ou un anti-superstar, c'est un médecin. Donc je pense que lui, il a donné son avis en tant que médical. Et je trouvais vraiment qu'il était très très bien. Il s'est pas laissé faire. Il a joué son rôle de médecin, le serment d'Hippocrate. Pour moi, c'est ça la médecine. En temps de guerre, on fait ce qu'on peut, sur les champs de bataille, comme là. Et je crois que son raisonnement est juste, en tout cas. Et c'est le seul qui n'a pas menti. En tout cas, il a dit ce qu'il pensait, surtout. C'est frappant dans les mots qui reviennent. Médecin, Franz-Olivier Gisbert, grand Marseillais de nouveau, dit vous êtes d'abord un médecin. En réalité, Raoult, vous avez d'abord cette fibre du médecin qui, même dans la nuit, a une passion de répondre à quelqu'un pour lui dire tu devrais faire ceci ou cela. Ah oui, je suis un consultant médecin, puis j'ai une longue généalogie de médecins et de militaires. Ouais. Les deux ensemble. Oui. Ça en dit beaucoup de vous aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait C'est quoi la fibre, la vraie fibre du médecin? Le cœur, c'est quoi? C'est le soin de soulager. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire hier, je veux le redire. Vous savez, les soins, ça existe depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Le premier soin, c'est de soulager les gens, de les calmer, de les rassurer. D'accord? Et bien entendu, j'assume entièrement ça. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé, comme vous dites, je redoute la peur. Et effectivement, vous parliez des Grecs, vous savez, si on a créé un dieu pour illustrer ça, qui est Pan, pour illustrer la panique, ça veut dire quelque chose. Rien n'est plus dangereux que la panique, donc il ne faut pas manier la peur. Je pense que c'est pas bien, c'est dangereux. Et je pense que médicalement, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on connaît les conséquences du fait de faire peur aux gens. Et donc de donner de l'espoir aux gens, c'est la base de la médecine. C'est la base de la médecine, c'est d'être gentil, c'est de donner de l'espoir aux gens et c'est d'essayer de faire tout ce que l'on peut pour. Et si on me demande, et hier j'ai discuté avec un très gentil sénateur quand je suis sorti, qui me dit « Ah, mais il faut absolument… » Je dis « Moi, je suis incapable de faire un essai en double aveugle parce que ça ne rentre pas dans ce que je crois être le contrat que j'ai avec mes malades. » Vous parlez de la peur. Est-ce que tout ça peut mal finir? Vous qui êtes passionné d'histoire grecque, il y a Thucydide, la peste d'Athènes, un monde où on est libéral, où tout va relativement bien, et puis tout à coup, une épidémie fait tout descendre, tout devient plus dur, plus dictatorial. Est-ce que, là c'est vraiment de la pure hypothèse historique, c'est pas de la prévision, mais est-ce que cette crainte, elle existe dans votre esprit? Elle existe et je la vois, si vous voulez. Je trouve que, j'en sais rien, le monde évoluera, mais là, il y a un mélange des rôles, si vous voulez, que je n'approuve pas. Quand le conseil scientifique, et c'est mon copain, pour dire la tête, c'est mon copain, il fait partie du conseil. Vous avez pas mal piqué, des copains comme ça préfèrent pas trop en avoir, si vous permettez. Oui, mais c'est ce que je juge, c'est pas l'homme. C'est à partir du moment où on assume des responsabilités, on assume les critiques qui vont avec. Vous le savez bien, pour connaître le monde politique, c'est comme ça, c'est la nature des responsabilités qui sont comme ça. Et donc, si vous voulez, je ne crois pas que le rôle du conseil scientifique, ce soit d'annoncer des mesures politiques. Voilà, je ne le crois pas. Je pense que les politiques doivent prendre leurs responsabilités, que le conseil scientifique doit rester dans l'ombre en donnant ses conseils. Et un conseiller n'est pas un décideur. Voilà, c'est ma vision de la politique. Et en même temps, je ne crois pas que les politiques doivent prendre des décisions médicale à la place des médecins. Donc je suis très attaché à ça. Je peux vous dire que pendant la crise de 2008, donc de la grippe H1N1, à l'époque j'étais très apprécié du Conseil de l'Ordre et on m'a demandé de faire un mot dans le bulletin du Conseil de l'Ordre pour dire qu'est-ce que je pensais en mai-juin, au début, au moment où la grippe dite porcine ou mexicaine est arrivée. Et j'avais dit, écoutez, faites attention, ne vous
la grippe, c'est de la médecine. Ceux qui vont les gérer, c'est les médecins. Ne vous coupez pas des médecins. Il faut rester avec les médecins parce que, à la fin, c'est les médecins qui s'en occupent. Et c'est leur métier de s'en occuper. Vous pouvez leur donner des informations, mais aussi bien les obligations dans un sens, si vous voulez. Moi, et je suis toujours très réservé sur l'obligation vaccinale en disant c'est ça qu'il faut faire alors qu'il y a 23 pays européens, il y a 23 stratégies vaccinales. Pourquoi la nôtre serait obligatoire? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas les mêmes vaccins que les autres? Ça veut dire que dire que c'est de la science, ça c'est pas vrai. C'est de la politique qui se substitue à la médecine. Et là, d'interdire la prescription de médicaments anodins, si vous voulez, c'est se substituer à la décision médicale individuelle. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Professeur Raoult, votre côté médecin, parfois très pratique. Alors vous dites, par exemple, le lavage des mains. On est dans un moment où on sent bien qu'il y a des risques accrus. Voilà, soyons très pratiques. Premièrement, vous dites le lavage des mains, ça c'est l'Africain qui parle aussi. Là, ça a marché en Afrique, ça marche ici, c'est la base. Alors, moi, la première fois que j'ai vu ça, avec beaucoup de surprises, j'ai reviewé, pour ça, ne croyez pas que j'avais du tout de problème avec le Lancet avant ce dérapage dont j'espère qu'il se remettra. Parce qu'on a besoin d'avoir des journaux leaders. Je plaisante, mais je ne suis pas sûr que vous leur souhaitiez du bien. Non, vous vous trompez. Oui. Mais pardon, je vous ai coupé. Pardon. Vous avez l'opinion que vous voulez, cela étant. Le Lancet m'avait envoyé à reviewer un papier extraordinaire qui avait été fait par des Anglais au Pakistan, où ils avaient testé par groupes familiaux, si vous voulez, de leur faire laver les mains tous les jours, d'autres non. C'était payé d'ailleurs par Johnson & Johnson qui espérait que son lavage des mains Johnson & Johnson serait mieux que du savon de base, ce qui n'a pas été le cas, mais enfin c'est comme ça, on ne peut pas gagner à tous les coups, ou rien. Donc il y avait le Johnson & Johnson, le savon de Marseille par exemple, et rien. Et il cherchait quelque chose qui nous apparaît à tous naturel, c'est la diminution des gastro-entérites, dont on sait que c'est ce qu'on appelle les maladies des mains sales. D'accord ? C'est les maladies à transmission des matières fécales, où on s'essuie mal les mains, et donc c'est ce qu'on appelle la maladie des mains sales, les maladies des mains sales. Et comme groupe contrôle, ils prennent les pneumopathies. Et donc, à la fin, quelle surprise, il y a une diminution, bien sûr, des gastro-entérites, 30%, chez ceux qui utilisent du savon, et une diminution des pneumopathies de 30% aussi. Et donc, c'est pareil, c'est de l'empirisme. On découvre un truc qui n'était pas du tout un objectif primaire. Et donc, je review ce papier, j'étais très, très enthousiaste, j'ai beaucoup milité pour que ceci devienne un truc. Et puis, on a fait la même chose en Afrique, dans les 2 villages sénégalais dont je vous parle, où il y a un village où on a implanté... L'étude s'est arrêtée au bout de 8-9 mois, parce que quand les gens du village qui n'avaient pas le savon ont vu que les autres avaient le savon, ils sont tous allés chez le savon au marché, et puis finalement... Et ça marchait. Et de la même façon, ici, c'est la base. La fièvre, les diarrhées, les pneumonies, c'est incroyablement... Question très simple, réponse très simple. Aller encore dans les EHPAD, visiter nos personnes âgées, ça, il faut le faire, ou est-ce qu'il faut limiter, d'après vous ? Vous savez, c'est des équilibres. Il ne faut pas laisser les gens mourir de désespoir. Il faut pas. Donc tout ça, c'est des équilibres. Il faut. Je comprends bien que c'est très compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles je voudrais pas faire de la politique. Je veux pas leur jeter la pierre. C'est très compliqué de prendre des décisions, si vous voulez, qui sont blancs ou noirs sur des populations. Il faut essayer de faire preuve d'un peu de bon sens, d'un peu si vous voulez, faut faire attention, mais comment faire dans une loi? Écoutez, si vous voyez qu'il y a des sujets âgés qui deviennent complètement dépressifs, faites attention quand même. Vous voyez, donc tout ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer des médecins. On ne peut pas se passer de la proximité. Professeur, quand on fait bilan de cette émission, voilà, les réussites et les échecs du Didier Raoult. Alors, je ne veux pas vous ressortir toutes les prévisions, parce que c'est un jeu, tout le monde a lancé des prévisions, parfois ils se sont trompés. Est-ce que vous qui croyez tellement à l'empirisme, à ce mouvement perpétuel, est-ce qu'on n'est pas pris des risques parfois en annonçant, en faisant des prévisions, alors que c'était visiblement absurde, quoi? Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Un exemple, je ne veux pas vous embêter, mais c'est l'exemple, c'est une des prévisions au tout début de l'épidémie, quand vous parliez de la Chine, et vous savez bien qu'on vous ressortira toujours dire « Ah, Didier Raoult avait dit ». Écoutons. En pratique, il y a eu 5 morts en dehors de Chine, si vous voulez, ce qui est mortalité, c'est terrible pour les gens qui sont morts, mais ce qui est complètement négligeable par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde avec toutes les causes de mortalité. On a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et pff, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. En pratique, encore une fois, il y a eu
5 morts dans le monde entier en dehors de la Chine. Professeur, quand on entend ça, c'était vrai ou c'est pas vrai? C'est pas le ton, là où vous avez l'air de dire ce sera pas... Non, mais je suis pas en train de vous faire de procès, quoi. Mais un petit mea culpa quand même. Non, mais attendez, écoutez, des crises comme ça qui ne sont jamais répandues, il y en a eu plein, y compris le SARS. Donc, si vous voulez, l'avenir des choses est imprévisible. Après, vous avez dû le saucissonner parce que je dis toujours à la fin, vous savez, je ne fais pas de prévision. Vous êtes prudent, je suis bien d'accord. Mais enfin, c'est pas que je suis prudent, je ne prédis rien. Ouais. Je dis au moment, écoutez, c'est le monde à l'envers, mais on n'y peut rien. Je ne pourrais pas vous changer. Et ceux qui voudront rester sceptiques, les raisons. En pratique, j'étais le seul prêt à faire face à une crise de maladie infectieuse. Donc je sais bien qu'à un moment ou à un autre, ça va nous tomber sur le nez. Donc j'étais le seul. Pourquoi est-ce qu'on a pu faire les tests? Pourquoi est-ce qu'on a pu recevoir les gens? C'est parce que depuis 20 ans, j'écris, nous ne sommes absolument pas prêts à faire face à une crise de maladie infectieuse. Donc c'est ce que je fais. Après, si vous me dites, écoutez, pour l'instant, j'ai vu un tel défilé de fausses alertes qu'il ne suffit pas qu'on me dise qu'il y a une alerte pour me terrifier. Dernier mot, professeur Raoult, vous citez les fausses et les vraies alertes. Vous citiez Pierre Leloup. C'est une de grandes théories. Un jour, espérons qu'on n'en soit pas là, un jour, la grande épidémie qui peut mettre à terre l'espèce humaine, est-ce que vous y croyez? Oh mon Dieu, tout est possible. J'en sais rien. Ce que je redoute, mais je vois bien que les gens ont des difficultés à le comprendre. Ce que je redoute, c'est que, à force de terrifier les gens pour des choses qui ne vont pas donner des variations significatives, si vous voulez, il est bien possible que le doute s'installe de plus en plus et que plus personne ne croit du tout les messages qui ont été véhiculés, parce que quand on aura mis le feu à la planète pendant... Encore une fois, je reprends l'exemple de la Chine. À la fin, vous savez, il est mort moins de gens en Chine que dans la région Île-de-France, quand même, avec une population qui n'est pas de même nature. Donc, si vous voulez, à force de... Leurs chiffres sont toujours contestables. Enfin, Didier Raoult, l'avenir, c'est un livre, ce sera la science est un sport de combat, c'est ça? Oui, enfin, le prochain que je fais. Le combat toujours, avec vos ennemis et avec vos amis. Professeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et demain, c'est Jean-Pierre Pernaut qui sera notre invité après 33 ans de journal télévisé. Merci et à demain.